Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Céline Gréco, je suis thérapeute, j'utilise la sophrologie et l'hypnose. Et puis, en fait, je suis spécialisée dans la libération des traumatismes. J'ai également une formation et aussi psychologie et psychiatrie. Et c'est vraiment cette dernière formation et cette expérience clinique qui m'a permis de détecter la perversion narcissique et également après de faire des immersions et d'avoir une approche du coup d'investigation. Voilà. Alors du coup, voilà ce que je vais vous présenter. C'est pourquoi ce webinaire, à la fois orienté du coup par rapport aux besoins des victimes et puis par rapport aux questions et aux besoins des thérapeutes. C'est vraiment la thématique, le titre, c'est comment reconnaître et accompagner une victime de perversion narcissique. Donc nous allons voir pourquoi effectivement j'ai des connaissances autour de ce domaine et puis plus exactement ce que subit une victime de perversion narcissique. Pourquoi aussi elle est perdue, les caractéristiques et les profils d'une victime de perversion narcissique. Que questionner lorsqu'on est auprès de la victime de perversion narcissique. Comprendre les grandes caractéristiques, il y en a beaucoup, plus d'une cinquantaine, et puis comment accompagner ensuite une victime de perversion narcissique. Dans le document, alors j'ai mis des ressources au départ, merci Myriam, donc j'ai mis ma chaîne YouTube. Oui, pardon. Non, je vous disais, il n'y a pas de problème, de rien. Ok, merci. Voilà, donc sur la chaîne YouTube, Céline Gréco est entièrement dédiée à la perversion narcissique. Donc vous trouverez pas mal d'informations sur cette chaîne et également sur le site internet celinegreco.fr. Et si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer à cette adresse mail. Un point important, sur ces différents endroits où il y a des ressources, je ne peux pas en fait avoir expliqué trop de choses parce qu'effectivement, les pervers narcissiques vont aussi les consulter, ils peuvent se servir ensuite de certaines clés contre les victimes. Donc il y a énormément d'informations sur la chaîne et le site internet. Et également la formation professionnelle sur le site internet, où là je détaille sur 4 jours tout ce que je présente dans la formation professionnelle. D'ores et déjà aujourd'hui, je vais vous donner un maximum de clés. C'est pour ça que mon débit vient de s'accélérer, parce que voilà, je veux vraiment que vous ayez plein d'informations. Coupez vos téléphones si ça n'est pas déjà fait, puis n'hésitez pas à prendre des notes. Posez aussi vos questions au fur et à mesure à Myriam, comme ça j'y répondrai. Donc comment accompagner une victime de perversion narcissique, la formation en professionnel que je vous expliquerai en quelques mots pour les personnes intéressées, qui se déroule sur 4 jours. Et puis bien sûr, nous aurons encore un temps d'échange et toutes vos questions seront les bienvenues. Donc je vais répondre de nouveau à la question pour tout le monde, puisqu'il y a déjà une question qui a été posée. Au cabinet, il y a à la fois des victimes qui consultent, et c'est bien la majorité, et il y a également des pervers narcissiques aussi. Dans les victimes, il y a plusieurs profils. J'avance un peu sur ce que j'allais expliquer sur la suite. Il y a les personnes qui ne savent pas qu'elles ont vécu la perversion narcissique. Donc, c'est quelque chose là qui va être un peu plus difficile parce qu'il va falloir aller leur expliquer sans utiliser les mots pour permettre à la personne de monter en conscience, monter son échelle de conscience. Et on ne fait pas la courte échelle, là on aide juste à monter, mais on respecte les possibilités de la personne. Et il y a également des personnes qui sont encore un peu dans le doute, qui hésitent, qui n'arrivent pas à savoir si réellement elles ont subi une telle chose. Et puis il y a des personnes qui savent exactement et qui sont là pour se reconstruire. Il y a également des personnes avec qui je travaille qui ont vécu la perversion narcissique pendant 25 ans et qui ne savent pas qu'elles ont vécu ça. Et là, c'est les accompagnements les plus douloureux, on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais il y a aussi des résultats absolument merveilleux. C'est pour ça en fait que aujourd'hui, voilà, le pourquoi de ce webinaire, je vais vous lire quelques phrases que les victimes m'ont partagées plusieurs fois. C'est par exemple une personne qui me disait « J'ai passé plus de temps à convaincre la personne », elle parlait du thérapeute, de ce que j'avais vécu qu'à être vraiment aidée. Et là, c'est quelque chose de compliqué. Et en larmes, plusieurs fois, une personne m'a dit dans l'accompagnement « Mais depuis 25 ans, personne ne m'a jamais expliqué en fait ce que, je vais l'appeler Michel, son compagnon lui avait fait subir. » Et une autre personne qui me disait « Mais personne ne me croit, vous êtes la première et d'ailleurs, je venais vous voir pour ça. » Donc c'est vraiment ce qui déclenche aujourd'hui ma proposition de webinaire à Médoucine, c'est qu'il y a trop de détresse,
et trop d'incompréhension. Alors, de nombreux professionnels connaissent la perversion narcissique. Parmi vous, sûrement aussi, c'est le cas. Et il y a parfois des cas où c'est un petit peu moins connu. Donc, ce que j'aimerais en fait vous éviter, à vous thérapeutes, c'est de commettre une erreur que j'ai moi-même pu commettre il y a plusieurs années en arrière, quand je ne connaissais pas la perversion narcissique. C'est le cas d'une dame en fait qui vient de me consulter il y a de nombreuses années pour boulimie. En fait, elle a un niveau d'anxiété à 10 sur 10, un niveau d'estime quasiment à 0. Elle est en congé parental, mais quasiment devenue forcée depuis des années. Elle avait une profession, les métiers du chiffre, autour de la comptabilité. Elle a perdu toutes ses compétences, elle ne se sent plus capable de retourner au travail. Elle consulte donc pour boulimie. Son mari ne l'aide pas, elle porte 100% de la charge du rôle parental finalement. Elle se sent incapable de tout, elle n'a plus de force. Et elle va venir en rendez-vous 2-3 fois par un concours de circonstances. Et à partir du moment où elle devra s'appuyer sur son mari, elle ne viendra plus en séance. Je vais vous dire honnêtement que j'ai accompagné cette personne pour boulimie à l'époque, et également anxiété, etc. Avec mon niveau de connaissance aujourd'hui, je peux objectivement dire que là, très probablement, j'étais passée à l'époque à côté d'une relation toxique. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais vous éviter. Il s'agit d'aller identifier la relation de perversion narcissique. C'est vraiment fondamental. Ce serait aujourd'hui, j'aurais travaillé différemment, dans évidemment une écoute, d'expliquer des choses à la personne de manière fine, détaillée, d'aller dans le détail de ce qui peut être compliqué, inadmissible, et puis lui donner surtout les outils. J'ai 3 boîtes à outils que j'ai développées et qui permettent à une personne, au-delà des mots en fait, de pouvoir retrouver une vie qui a du sens et de retrouver l'estime de soi et finalement de se sentir capable de passer à côté, on va dire, des attaques. Maintenant, côté thérapeute, voilà ce que j'aimerais vous permettre, c'est de comprendre les mécanismes de la pathologie, d'avoir les mots justes, de savoir comment accompagner les personnes et puis de les aider à retrouver une vie pleine de sens. Et puis également, ce que j'aimerais vous éviter, si possible, par tous ces conseils dans le webinaire, c'est de passer à côté de la cause principale finalement de consultation. Parce qu'il y a bien souvent des personnes qui vont consulter pour burn-out, pour anxiété, pour dépression, culpabilisation, manque de confiance, peur du jugement, d'être craintive, d'être hypochondriaque, le burn-out, je ne sais plus si je l'ai cité. Et en fait, si on fait l'interrogatoire de manière, l'anamnèse, de manière assez poussée, et je vais y revenir par la suite, on va pouvoir identifier que finalement, il y a éventuellement une personne dans l'entourage, ça peut être un compagnon ou une compagne, ça peut être aussi un chef au travail, qu'il y a quelqu'un qui a des comportements finalement qui va faire entrer la personne en souffrance. Et là, c'est vraiment la chose à identifier parce qu'au fond, le travail va consister à lui faire prendre conscience de ça et à comprendre qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de partir. Il n'y a vraiment que ça. Sur la chaîne YouTube, vraiment, il y a ces 4 mots que j'utilise régulièrement. C'est qu'il faut apprendre en quoi consiste la perversion narcissique pour comprendre ce qu'on vit. Ensuite, il faut partir. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais vous expliquer pourquoi. Et la 4e chose, c'est de guérir. Parce qu'une autre erreur en tant que thérapeute, qu'éventuellement je vous invite à ne pas commettre, c'est de passer à côté du fait qu'une victime de perversion narcissique est polytraumatisée. Donc il faut vraiment accompagner la victime à sortir du traumatisme. Il n'y en aura pas qu'un, mais pour toutes les personnes qui sont de près ou de loin plutôt psychotraumatologues, eh bien c'est important finalement d'utiliser tous ces outils. Là est la clé en fait de travailler sur le traumatisme. Autre chose que j'aimerais vous éviter aussi, c'est de dire par exemple en parlant du compagnon ou d'une compagne qui serait à votre goût du coup peut-être dans le mal-être, de dire ça à une personne qui sait ou qui sent qu'elle vit une relation de perversion narcissique. Parce que ça, les victimes n'aiment pas du tout l'entendre, elles se sentent aussitôt incomprises. Et puis un autre, alors pardon pour l'anglicisme, mais là c'est un red flag, c'est vraiment quelque chose à éviter pour les victimes, c'est de dire, en fait il vous aime, si c'est un homme qui est pervers narcissique, mais il est maladroit. Parce que là, finalement, ça va presque encourager la personne à rester dans une relation. Or, il aurait été absolument indispensable de questionner sur le profil du compagnon, si c'est un homme, et de la compagne, si c'est une femme, pour aller détecter qu'en fait, il y a là, finalement,
qu'un conseil à donner, c'est de partir. Alors pourquoi faut-il partir? Il y a encore quelque chose qui serait à éviter de sentir pour la victime, c'est de sentir que vous ne connaissez pas bien la perversion narcissique. Là aussi, en général, elles se sentent incomprises et aussitôt elles se referment comme des huîtres et elles entrent en souffrance. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, il y a un maximum d'informations que je vous donne aujourd'hui, un maximum sur la chaîne YouTube, mais je le répète, je dois faire attention à ce qui est dit parce qu'il ne faut pas donner des armes aux pervers narcissiques en général. Et puis pour avoir toutes les informations, c'est plus aujourd'hui et puis dans la formation professionnelle que je propose. Alors pourquoi je connais la perversion narcissique? Tout simplement parce que après des décennies de couple, je vais finalement, moi, être célibataire et entrer dans une relation qui va s'avérer de perversion narcissique. Comme j'avais été infirmière et spécialisée en psychologie, en psychiatrie, j'avais une approche clinique, une approche tout à fait spécifique à l'étude des personnes qui souffrent de troubles bipolaires, de schizophrénie, etc. Et je me retrouve finalement d'emblée à réutiliser toute cette expertise, on va dire, clinique pour observer cette personne qui me rend complètement chèvre, complètement malheureuse, et ça va vraiment aller très très loin. Je vais comprendre quand même assez vite que j'ai affaire à un pervers narcissique et je vais rester en immersion. Ça va durer des mois où je vais l'étudier de près. C'est une période aussi où je vais rester en immersion auprès de 4 ou 5 autres personnes. C'est-à-dire une personne dans une sphère familiale, une autre dans la sphère professionnelle, dans la sphère amicale. À partir du moment où ces personnes me font ce qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire une charge, une approche vraiment intense, et bien finalement je vais les étudier de près et je vais identifier comme ça tout un nombre de pervers narcissiques autour de moi. Donc cette charge de love bombing, je vais y revenir, mais c'est vraiment une entrée en matière très forte. Quelqu'un qui vous dit que vous êtes génial, qu'elle n'a jamais croisé quelqu'un comme vous. Et ça, c'est glissé au milieu de la conversation, quelqu'un qui vous écoute beaucoup et avec qui vous allez très vite finalement devenir proche. Vous n'en croyez pas votre chance et c'est quelque chose de super sympa à vivre. C'est pour ça que j'y reviendrai aussi plus tard. Il n'y a pas de profil type pour entrer en perversion narcissique. Hélas, n'importe qui peut entrer en perversion narcissique, c'est-à-dire dans une relation de perversion narcissique. Donc pendant ces immersions, je vais lire. Donc j'ai lu pendant 2 ans tout ce qui se fait sur la perversion narcissique. Je vais aussi lire et écouter les sites web des autres personnes. Je vais regarder des films. Il y en a un, si vous pouvez le retrouver, que je vous recommande, qui s'appelle L'homme de nos vies, qui est très, très intéressant. Donc L'homme de nos vies. J'ai fait d'innombrables consultations auprès de victimes de perversion narcissique et également des consultations auprès de pervers narcissiques. C'est vrai que c'est difficile à détecter, mais je vais dire quelques mots maintenant puisqu'il y avait eu la question. Il va y avoir aussi, par le pervers narcissique, effectivement quelques clés. Ce qui est attesté dans l'ensemble, c'est son empathie. C'est également finalement des volte-face. Une personne qui va consulter, vous avez vraiment l'impression qu'elle est victime. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui dit que dans son travail, elle a recruté quelqu'un, qu'elle lui a du coup donné une chance, et puis qu'ensuite cette personne n'est pas finalement sympathique avec elle. Là, il va s'agir d'aller poser des questions à cette personne et de voir si parfois elle n'est pas finalement désagréable avec elle, si elle n'est pas en train de la piéger, si elle n'est pas en train finalement de la dévaloriser, si elle ne l'a pas enfermée dans un poste, et qu'après, finalement, elle lui refuse tout ce qu'elle lui avait accepté en amont. Donc c'est une situation qui vient piéger quelqu'un, c'est vraiment un des mécanismes de la perversion narcissique, je vais y revenir là tout de suite après. Donc voilà, j'ai des expériences et qui continuent en fait, puisqu'il y a toujours des consultations de pervers narcissiques. Ça peut se détecter des fois en quelques mots, c'est vrai, mais c'est quand même assez difficile. Quelqu'un qui entre et qui déjà est dans la plainte. Il y a des fois des personnes qui vont vous flatter, qui vont vous dire aussi immédiatement ensuite j'ai beaucoup d'attentes sur vous, qui vont vous appeler par un autre prénom. Et puis une fois qu'elles s'assoient, finalement elles vous regardent de manière fixe. Il y a un peu comme des masques. Là, ça fait déjà 4-5 petites mises en alerte. À elles toutes seules, elles ne suffisent pas. J'y reviens très, très vite. Il y a une 50aine de comportements que j'ai identifiés à la perversion narcissique pour
signer une perversion narcissique, il faut vraiment qu'il y ait 15, 20, 30, 40, 50 de ces comportements. En fait, vous les retrouvez tous, mais il va s'agir d'aller les rechercher. Et ça n'est pas du coup un seul comportement qui signe la perversion narcissique, vous le savez sûrement déjà. Alors, la perversion narcissique, il y a déjà de la perversion, donc une chose et son contraire. On utilise le bien pour faire le mal, et le narcissisme, mais là on parle d'un narcissisme pathologique, quelqu'un qui retourne les choses vraiment toujours vers elle. Un narcissisme le plus exacerbé que pour ma part j'ai vu, pardon pour l'exemple qui est un petit peu compliqué, mais ce sont des jeunes femmes, et c'est arrivé plusieurs fois, qui ont malheureusement subi une agression sexuelle dans leur adolescence et qui un jour vont finir par s'ouvrir de cela à leurs parents, alors qu'elles ne l'avaient jamais fait avant, et le parent qui serait narcissique mais pathologique va dire à ce moment-là, tu te rends compte le mal que tu me fais. Là, on est vraiment dans un retournement de situation, puisque la personne saine, elle, va au contraire être extrêmement empathique et va tout faire pour accompagner et aider cette personne. Le pervers narcissique, c'est une personne psychopathe. Et il n'y a pas d'autre chose à comprendre que ça. C'est la clé essentielle à comprendre. Nous ne sommes pas dans une personnalité saine, nous sommes dans une personnalité malsaine. Cette personne souffre d'une psychose, qu'on appelle une psychose blanche, c'est-à-dire une psychose qui n'a pas de délire. C'est une personne qui vit sa réalité. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de mauvaise foi chez un ou une pervers narcissique. Ça peut être homme comme femme, je ne fais pas de distinction entre les deux, puisque voilà, ce sont des comportements qui signent la perversion narcissique. Mais s'il y a une chose à comprendre, c'est que c'est une psychopathie meurtrière au long cours. Le seul dessein d'un ou d'une pervers narcissique, c'est votre destruction. C'est de vous séduire, de finalement vous rendre captive, et ensuite de commencer à s'amuser. C'est ce que j'appelle moi le jeu de la destruction. Et il va y avoir du coup tout un ensemble de choses subies par cette personne. C'est vraiment donc ce que j'appelle le pivot de compréhension, c'est que c'est une personnalité malsaine. Donc on n'est pas face à quelqu'un qui fonctionne de manière saine, comme vous, comme moi. Il n'y a pas d'empathie chez cette personne, ça n'est pas ça. Ça n'est pas non plus de la bipolarité. Parfois les victimes, essentiellement les victimes, pensent avoir eu affaire à quelqu'un de bipolaire. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. J'oscille entre dépression et finalement euphorie. J'explique ça de manière un petit peu simple, il y a plus de détails à cela, mais la perversion narcissique, ça n'est pas de la bipolarité, on n'est pas sur un trouble de l'humeur, mais sur un trouble de la personnalité. Donc c'est toute la personnalité et tous les comportements qui en découlent qui sont troublés. Ça n'est pas non plus un trouble Asperger. Les pervers narcissiques souvent vont se faire passer pour des personnes qui souffrent d'un trouble Asperger. Ça n'est pas le cas. Une personne Asperger est très empathique et effectivement, même s'il y a des décalages de code selon les personnalités, il n'y a jamais de sadisme et de manipulation noire dans une personne qui souffre d'un trouble Asperger, alors qu'en perversion narcissique, tout va être fait pour faire du mal et détruire une personne. Alors ces 50 comportements dont je vous parle, que je vais vous lister, ils sont tous en exécution simultanée. C'est aussi quelque chose d'essentiel à comprendre. C'est-à-dire qu'une personne qui entre en perversion narcissique va subir ces 50 comportements. C'est pour ça qu'elle est perdue souvent ou qu'elle ne saura pas identifier cela. L'autre chose qui est à comprendre, c'est que chacun de ces comportements, de manière isolée, peut être estimé comme insignifiant. Je donne un exemple. Vous avez une personne qui vivait depuis 3 ans avec un monsieur et pendant ces 3 ans, il n'a jamais participé à aucune tâche ménagère. C'est une personne, un compagnon qui était pervers narcissique. Et elle me disait, à un moment donné, je me retrouve, il m'explique qu'il va aller aider une amie, il va la déménager, et il va prendre 2 jours, il va l'aider à déménager. Elle dit, il faut savoir que ce monsieur n'a jamais sorti de ma maison une poubelle une seule fois. En fait, vous voyez, si on vous décrit ça, ça passe complètement sous les radars, ça ne paraît pas être quelque chose de très grave. Si on est spectateur, si on est tiers, on va au contraire penser que ce monsieur est un bon samaritain. La chose qui est en train de se produire, si on groupe ça à l'ensemble des autres comportements, c'est qu'il est là en train de la trianguler, c'est-à-dire de la mettre en comparaison avec une autre personne, une autre femme,
et d'aller faire pour cette autre femme quelque chose qu'il ne fait pas pour elle. Ça, effectivement, ça peut complètement passer sous les radars, et c'est quelque chose qui va en fait être là en permanence. En permanence dans la relation, cette personne va vivre de la triangulation. C'est une mécanique en fait, la perversion narcissique. Alors, j'ai distingué sur les 50 comportements un certain nombre de comportements que j'appelle majeurs. Je vais vous les lister. C'est un peu rébarbatif. Cette liste, vous la trouverez aussi sur mon site, donc célinegreco.fr, et vous pouvez la télécharger. Il y a les 50 comportements, les majeurs, les mineurs, et également quelques astuces pour indiquer finalement à la personne qui vous consulte quelques indicateurs pour sortir de la relation. Et puis vous, ça va vous aider aussi à aller détecter ces comportements dans les différents accompagnements. Ce sont des choses à aller questionner en fait auprès de la victime. Alors il y a par exemple donc de la triangulation. C'est cette comparaison avec une troisième personne, d'être en comparaison et toujours négative. De la culpabilisation. Le love bombing, cette phase du début qui est une drague intense. Vous êtes vraiment sur un petit nuage, tout est parfait à ce moment-là, et ce love bombing va être lui un comportement qui va être en on-off. Tout le long de la relation, il va disparaître puis revenir. Ce qui fait que la personne, à chaque fois, se dit « ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé l'homme gentil, l'homme du début ». Et ça, c'est quelque chose de catastrophique parce qu'on sécrète des hormones, et pendant qu'il y a le love bombing, on sécrète des endorphines, mais avec un niveau de sécrétion tellement intense que finalement ça fait un shoot et on se retrouve drogué à ces endorphines. Drogué parce que c'est tout à fait normal, c'est notre fonctionnement naturel de l'être humain d'être comme ça, on va dire, désireux des endorphines. Pardon. Et une victime de perversion narcissique va vivre des montagnes russes, ce qui fait qu'elle sécrète énormément de cortisol dans les phases de stress, ce qui peut arriver plusieurs fois par jour. Donc quand par contraste, elle peut avoir des endorphines, c'est un vrai plateau, un vrai moment de bien-être. Et évidemment qu'intérieurement, on est porté à vouloir retrouver du bien-être. Pardon. Il va y avoir aussi un quatrième comportement, l'écran de fumée. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle sinon un totem d'immunité, quelque chose qui fait que la personne est en dessous des radars. Je vais les lister un peu plus vite parce qu'il y en a beaucoup. Il y a ce jeu de la destruction, c'est-à-dire qu'il y a une victime, il y a le ou la pervers narcissique, il y a des fans, et puis après il y a tout un pool de personnes qui peuvent venir compléter le jeu. Des victimes qui sont empathiques, un narcissisme pathologique, des coups sous le radar, des choses qui ont lieu vite, toujours très vite, beaucoup de mauvaise foi, une victime qui va être isolée, des montagnes russes, c'est-à-dire la perversion, ou dissonance cognitive, c'est-à-dire une chose et son contraire. Ça peut être par exemple, elle est belle cette robe, dommage qu'elle ne taille pas ma chérie. Donc là, vous avez tout un ensemble de dissonances cognitives. Vous avez elle est belle cette robe, il y a du ma chérie, et au milieu, il y a elle me va pas. Donc dans la tête, en fait, le cerveau part à vouloir absolument, on va dire, éclairer cette dissonance cognitive, à se dire du coup ça me va ou ça me va pas. Et comme il y a des arguments qui vont dans les deux directions, le cerveau, la psyché ne parvient pas à résoudre cette équation. Et le ou la pervers narcissique va faire énormément de dissonance cognitive. Ça peut être un père qui dit à son enfant, un père qui serait pervers narcissique, qui dirait à son enfant oui mon chéri, on va aller au parc ce week-end, sûrement. Et puis en fait, une fois que le week-end arrive, alors qu'il a dit ça d'une manière très assurée, en fait il lui dit non, on va pas aller au parc. Et puis une autre fois, peut-être il ira au parc, peut-être il ira pas, mais à chaque fois il va dire oui mon chéri, on ira au parc ce week-end sûrement. Et c'est dit d'une manière, sur la forme, il y a une réelle assurance d'aller au parc, et au final le petit garçon va se retrouver à ne jamais savoir si on va au parc ou pas. Et la dissonance cognitive, que vous connaissez probablement, est quelque chose de clé aussi à comprendre dans la perversion narcissique, parce que ça joue complètement à l'intérieur de notre psyché et aussi de notre système hormonal, puisqu'on va être à la fois en stress et en joie. Donc c'est ça en fait qui rend fou. Oui, parce que la perversion narcissique, ça rend fou par tous ces mécanismes. Vous avez aussi donc cette volonté de détruire, du sadisme, de la jubilation. Ça, c'est vraiment un masque. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube où je parle des masques du ou de la pervers narcissique.
c'est assez flagrant, c'est vraiment comme un jeu d'acteurs, mais de mauvais acteurs, où vous avez vraiment un état qui remplace un autre. Et si vous racontez une histoire sadique, un ou une pervers narcissique aura beaucoup de mal à ne pas se réjouir. Donc vous allez voir arriver le visage de la jubilation. Donc ça, c'est par exemple un test que je fais au cabinet. Si je raconte des choses qui sont compliquées et que je suspecte que la personne devant moi est pervers narcissique, je veux voir comment elle réagit. Ça m'est arrivé une fois, par exemple, de dire à une personne qui vraiment me rendait chèvre, me faisait tourner en bourrique dans l'accompagnement, et comme j'avance dans le diagnostic, je finis par lui dire, là, je ne sais vraiment plus comment avancer. Quand je lui dis ça, je fais exprès de le dire, et à ce moment-là, son visage s'illumine en grand, elle se réjouit, presque elle rigole, et elle dit « Ah bon ?» et en fait, elle est complètement satisfaite parce que c'était son objectif. Et là, ça signe, c'est un des signes, évidemment, il y a d'autres choses à tester, comme son empathie. Si vous racontez des choses qui sont compliquées et puis que ça n'éveille aucune empathie, c'est encore un des signes. Et puis après, il faut aller interroger ces comportements dans le quotidien. Les différents masques que nous avons vus, et puis il va y avoir d'utiliser les gens comme des jouets. Dans les comportements mineurs, il y a également la gestion de son énergie. Pour prendre de l'énergie, il va avoir besoin de consommer la vôtre. Soit en prenant votre joie, et vous allez vous retrouver sans joie, soit au contraire en plombant votre énergie, en rappelant sans cesse des sujets qui sont difficiles pour vous, sous couvert de s'intéresser, mais en vrai, c'est pour vous ramener systématiquement dans le négatif. Sur mon site, c'est celingreco.fr. Il y a une faible ouverture du cœur. Vraiment, il n'y a pas d'empathie. Des fois, on peut évaluer ça à même pas 10% d'ouverture du cœur, alors que quelqu'un de très empathique pourrait être ouvert à 180. Bon, ce sont des chiffres, ce sont des images. Encore une fois, il va y avoir 3 publics. Il va y avoir la victime, les fans, qui n'ont aucune envie de devenir victime de perversion narcissique. Les pervers narcissiques, souvent, sont des personnes que tout le monde aime, qui sont charmantes, qui vont sembler généreuses, altruistes, parce que vous êtes dans le groupe des fans. La victime, elle, c'est quelque chose qui se déroule à huis clos. Donc à huis clos, une fois que les portes sont fermées, le ou la pervers narcissique va vous dénigrer. Alors qu'à l'extérieur, il aura peut-être pu carrément vous vanter. C'est ça qui rend aussi complètement dingue. Comme me disait un jeune homme de 25 ans, qui avait identifié que son papa était pervers narcissique, il disait mais en fait, il était tout le temps en train de me vanter. Et là, la question à poser, c'est mais dans quel contexte il vous vantait? Et il disait, c'est quand il y avait tous ses amis. Et effectivement, comment ça se passe quand vous êtes tout seul? Et il disait, quand j'étais tout seul, il ne s'occupait pas de moi, pas du tout. Effectivement, là, on est dans quelque chose qui fait énormément de mal. Donc, il y a à la fois le narcissisme. Je vais me vanter auprès de mes amis d'avoir un fils aussi génial. Et puis, à huis clos, je ne lui porte plus aucun intérêt. Donc, ce dénigrement, on va y venir très vite, le dénigrement fait partie des comportements, fait souffrir son fils, il le sait pertinemment et par sadisme, il va répéter ce genre de situation. Je vous le répète, on est en psychopathie, c'est une psychopathie domestique, c'est pour ça qu'elle est difficile à identifier, mais elle est tout de même destructrice et meurtrière. Je vais être honnête, ça m'est déjà arrivé une fois ou plusieurs fois avec cette personne, une dame qui avait subi de la perversion narcissique pendant 22 ans, un dimanche d'être au lac, et pas pour aller observer le lac, mais parce qu'elle avait un objectif, un objectif, vous avez compris, un peu compliqué. Donc, quelques mots, quelques phrases ont permis de la rattraper, mais on est sur quelque chose qui peut mener les gens au suicide. Donc, c'est important de le détecter et puis de savoir l'accompagner. Ce qu'on a d'autre comme comportement dans les mineurs, c'est qu'il a un radar naturel. Ils observent, ils sentent l'empathie. C'est vrai que quand on est quelqu'un d'empathique, on a une sorte d'ouverture en fait, quelque chose, une générosité qui est assez visible et ils la captent immédiatement. Et ensuite, ils vont vous passer au test. Ils vont vous faire subir tout un ensemble de petits tests, c'est-à-dire, par exemple, on a rendez-vous, puis je l'annule et je vois si tu me pardonnes vite. Et puis, ils vont multiplier les tests, mais ce n'est pas pour autant que la victime est quelqu'un, on va dire, de trop gentil. Mais voilà, on va subir des tests et ils s'assurent que vous allez pouvoir leur servir à quelque chose. Souvent dans leurs parents, les parents, voilà, il n'y a pas forcément eu de pervers narcissique, mais il se peut qu'un pervers ou une pervers narcissique ait eu un parent pervers narcissique.
Souvent aussi, ils font l'enfant. On peut dire en moyenne, il y a un âge mental entre 8 et 10 ans chez un ou une pervers narcissique. C'est quelque chose aussi que vous pouvez tester, de voir cette personne faire une sorte de régression d'âge. Si vous avez ça dans vos outils, c'est assez intéressant de le voir finalement avoir des comportements immatures et complètement irresponsables. Ils ont causé un tort, ils ont causé un dommage, alors bien souvent ça pouvait même être volontaire. S'il y a des conséquences, ils vont complètement rejeter ces conséquences. C'était le cas d'un monsieur qui avait supprimé un site internet, donc il était prestataire informatique, il avait supprimé le site internet d'un client, alors qu'il avait informé que d'un mail, et donc ce prestataire était pervers narcissique, et il se réjouissait du fait que le client allait être en très mauvaise posture. Et il n'avait aucun remords, et il disait, il a reçu un mail, il n'avait qu'à s'en occuper. Sauf que l'adresse mail, très probablement, n'était même pas la bonne. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à ces sphères personnelles comme professionnelles. Au fond, ils ont aussi peu de mémoire. Donc, ils vont aussi utiliser beaucoup de choses qui permettent de faire une chose et son contraire. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de mauvaise foi, pour se garder des opportunités. Je devrais passer te voir dimanche, sûrement. Puis après, il y aura j'ai zappé. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de degrés de perversion narcissique? Tout à fait. Là, c'est effectivement très variable. Je dirais que le niveau le plus bas, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le pervers narcissique gentil, où là, vous pouvez avoir jusqu'à plusieurs années avant de détecter que c'est un pervers narcissique, parce qu'un jour, il va y avoir une phrase complètement dissonante, qui n'a rien à voir, qui est méchante, qui sort du chapeau, avec une attitude physique glaciale, quelque chose qui ne correspond pas du tout à la personne. Donc ça, on va dire, c'est très difficile de le repérer, mais ça peut quand même se repérer en amont. Et le niveau le plus violent, le plus difficile, c'est lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui peut aussi être dans la violence physique. Il y a plusieurs personnes qui ont des compagnons qui ont été jusqu'à rouler avec leur voiture et de les coincer contre un mur, presque à commettre l'irréparable. Des gens qui se sont retrouvés étranglés, des coups, des blessures laissées pour morts. Et vous avez du coup plusieurs niveaux effectivement, de degrés de perversion narcissique. Et en entre-deux, vous avez également des gens qui vont manipuler le sadisme avec grande fréquence. Celui que j'avais côtoyé sur la sphère affective était quelqu'un d'extrêmement difficile, vraiment dans les hauts degrés de perversion narcissique. Comment les différencier des manipulateurs? Alors, la manipulation, on a tous usage de la manipulation. Si un petit garçon ou une petite fille veut des bonbons, bien sûr qu'il va vous le demander avec une petite attitude, voilà, un petit peu plus gentille que vas-y, donne-moi tes bonbons. Ça, vous le savez bien. La perversion narcissique, comme je disais, pour la signer, il faut réunir ces 50 comportements avec des niveaux d'intensité différents. Mais quelqu'un qui est manipulateur, ça peut être quelqu'un qui finalement veut vous faire signer un contrat et va vous dire que ce que vous voulez entendre. Mais la perversion narcissique, ça n'est pas quelqu'un de juste manipulateur. La perversion narcissique, c'est tous ces comportements dont, par exemple, aussi qu'il n'y aura jamais de rupture définitive, de la paranoïa, pas d'écoute ni d'attention. Ils ont un comportement avec leurs enfants qui est aussi le dénigrement. Ils sont très anxieux, ils vont faire des attaques à répétition, ça peut répondre aussi à cette question de la manipulation en perversion narcissique, ce qui est essentiel à comprendre également, au-delà de la perversion, du narcissisme, du love bombing, de la culpabilisation, de la triangulation, les 15 majeurs, c'est qu'il y a du sadisme. Une personne qui va venir vous faire souffrir. Il y a une vocation à faire mal, à faire souffrir, à détruire. Un manipulateur a vocation à servir ses intérêts, mais peut-être pas quand même à aller jusqu'à vous détruire. Ils intègrent aussi, les pervers narcissiques, tout leur code par apprentissage. Ils lisent des livres, ils observent des gens. Ça fait des décennies qu'ils observent les gens autour d'eux, donc ils apprennent tout ça comme ça. Ils détestent l'humanité tout entière. Ils ont une gestion très défaillante de l'argent, ou alors complètement pique-sous à accumuler les choses. Il n'y a aucune remise en question, beaucoup de jalousie. Ils sont fixés aussi sur l'intelligence. Ils adorent l'intelligence chez les autres parce que, par ruissellement, ils espèrent que ça leur en donne. Alors, les pervers narcissiques ne sont pas intelligents, mais ils sont habitués à faire ce qu'ils font. Ça fait des décennies
qui pratiquent tous ces comportements, donc ils sont très doués à la longue à faire ça. Si à 10 ans, quand j'ai déchiré le dessin du petit Léo, mon petit copain qui s'appelait Léo, j'ai déchiré son dessin, il a pleuré pendant 2 heures. Une semaine après, il était encore fâché après moi, et 5 ans plus tard, au collège, il m'en parlait encore. Je sais donc ce qui fait souffrir quelqu'un. Vous imaginez bien que cet enfant, une fois qu'il est devenu adulte, il a des décennies d'expérience et il sait comment faire souffrir quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui vient s'inscrire en eux, et ça n'est pas de l'intelligence, c'est de l'apprentissage. Ils sont aussi assez infidèles, une grande capacité au rebond. Ça, c'est quelque chose que vous entendez toujours un ou une pervers narcissique dire, c'est « moi je sais rebondir ». Pourquoi ? Parce que tout doit aller vite. Donc s'il y a un problème, il faut vite aller faire autre chose. Et puis, soit ils ont une fiche, parce qu'ils sont assez en mode automatique, donc soit ils ont une fiche qui correspond à ce qu'ils doivent faire pour vous, soit ils vont zapper le sujet et partir sur autre chose. Donc effectivement, ils ont cette capacité de rebond, soit ils savent, soit ils s'en vont, ils changent de sujet. Ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Ils ne vont pas répondre à votre question, ils vont en permanence, on va dire, louvoyer. On peut avoir des pervers aussi qui sont manipulateurs, oui, tout à fait. Moi, je me limite aujourd'hui à un sujet, c'est la perversion narcissique. Donc on n'est pas en perversion, on n'est pas en narcissisme, on n'est pas en manipulation, on est en perversion narcissique du coup dans le thème d'aujourd'hui, et ça revêt du coup toutes ces caractéristiques avec la destruction. Quelqu'un de pervers ne va pas forcément viser votre destruction. Un narcissisme pathologique peut-être aussi, parce que s'il peut avoir un travail, un poste à votre place, il ne va pas se l'empêcher. Donc il peut voilà, finalement vous nuire, vous détruire pour avoir un travail à votre place. Et ça, c'est quelqu'un de narcissique, mais ce narcissique pathologique, la définition vraiment psychologique, et non pas la définition plus communément utilisée, c'est-à-dire le terme professionnel. Il y a donc ce trouble de la personnalité, je continue sur les mineurs, un état de rage qui est extrêmement caractéristique. En perversion narcissique, vous allez avoir des personnes qui se mettent en colère. Qui se mettent en colère, soit effectivement ça sort au dehors, soit vous allez voir quelqu'un de très contenu, mais un visage d'une dureté, voire même s'il ne vous voit pas, c'est le visage de la haine. Ça, c'est quelque chose aussi à repérer. Et puis, une très grande instabilité. Il faut toujours que ça change. Ils sont incapables de rester fixés sur des projets. Il faut que ça change dans tous les sens. Un grand déni de la réalité, ça va avec le trouble de la personnalité. Une obstination. Quand ils sont sur quelque chose, ils peuvent tourner en boucle pendant 2 mois et puis après tout abandonner. Ils sont obstinés et aussi ils ont une très bonne communication écrite. Donc ils peuvent tromper beaucoup de monde. Ils sont dans la séduction. Et puis ils ont toujours un problème avec les ex de leur vie. C'est toujours quelque chose qui a été compliqué et ils vous en parlent. Ils sont toujours en train de vous parler de leurs ex-compagnes, si c'est en relation personnelle, parce qu'en fait, ils vous indiquent comme ça tout ce qu'ils ne veulent pas voir chez vous. Et au contraire, quand ils font une promotion de quelque chose, c'est pour que vous fassiez ça. Ils font du transfert, c'est-à-dire que ce n'est pas eux le problème, c'est toujours les autres. Et ils ont aussi une illusion de toute puissance qui peut paradoxalement de toute façon s'alterner avec une sensation d'être complètement nul. Encore une fois, tout va dans un sens et dans l'autre avec un ou une pervers narcissique. Donc voilà. Alors pourquoi la victime est perdue ? Alors est-ce que quelqu'un peut avoir le comportement d'un PN sans être PN ? Eh bien pour avoir le comportement d'un PN, on en revient à ces 50 comportements. Si vous avez 1 ou 2 comportements, vous n'êtes pas pervers narcissique. Il faut vraiment signer 10, 15, 20, 30, quasiment la totalité. Moi, j'aime à dire que les 50 comportements que je vous partage là, je les ai vus chez les 50, non, j'en ai pas croisé 50, chez les 5-6 personnes que j'ai étudiées de près, et je les retrouve chez tous ceux qui viennent au cabinet. Et puis parfois, sur la chaîne YouTube, j'ai aussi des personnes qui me contactent, et on sent que derrière, c'est un message plein de dissonance et d'accusation et de culpabilisation et de triangulation. Donc on sent qu'il y a de la perversion narcissique. Donc si on a 1 ou 2 comportements, on n'est pas un pervers ou une pervers narcissique. Par contre, si on a un comportement exacerbé, c'est ce que j'explique aussi dans le document que vous pouvez télécharger sur mon site, mais ça sort du sujet de la perversion narcissique. Si on a un comportement exacerbé qui fait souffrir quelqu'un, il faut qu'on évite peut-être de fréquenter cette personne.
j'ai pas vu le dernier message, je vais aller voir la discussion. Dans la triangulation, ça n'est pas victime, bourreau, sauveur, c'est une comparaison négative. C'est d'être comparé avec quelqu'un et vous avez une comparaison qui va toujours être en votre défaveur. Par exemple, vous faites des choses bien, mais sa sœur, elle cuisine encore mieux. Voilà, et toujours, il va vous parler de sa sœur. Donc ça, c'est une triangulation. Il y a 3 personnes. Le ou la pervers narcissique, vous si vous êtes victime, et une autre personne qui, elle, serait mieux que vous sur une thématique. Et vous pouvez trianguler avec plein de personnes. Alors, quelqu'un disait, oui, il est important de dire que le PN n'a pas les 50 caractéristiques, mais la très grande majorité. La très grande majorité, oui, par contre, il y en a certains qui sont tellement fins, enfin moi je dirais en fait ils ont les 50, mais il y en a certains, c'est très fin, et du coup c'est difficilement détectable. Donc est-ce qu'on est en capacité d'aller détecter les 50? Ça n'est pas toujours possible. Moi j'ai eu la possibilité de le faire en immersion, et puis je continue de pouvoir le faire au cabinet, mais sinon dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément les moyens d'aller détecter les 50, mais c'est vraiment quelque chose qui les caractérise. Après, si un des comportements est là à 3% et l'autre à 100%, c'est là où ça commence à devenir effectivement compliqué. Je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce une psychose qui se développe à l'âge adulte ou qui se met en place dès l'enfance? Moi, je suis assez alignée avec ce que dit Cyril Malka, Malka, spécialiste en perversion narcissique. Et pour moi, ça vient dès l'enfance. Hein, pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent auprès des enfants. Et puis, je dois avouer que aussi au cabinet, j'ai déjà vu des adolescents pervers narcissiques. Donc, à ce moment-là, je vais travailler avec le parent pour aider le parent à mieux vivre ça et finalement à faire diminuer la perversion narcissique de l'enfant. Je dirais qu'en dessous de 11-12 ans, c'est quand même difficile de poser des mots de perversion narcissique. Mais les comportements sont compliqués depuis déjà l'enfance. Mais à l'adolescence, vous pouvez avoir effectivement tous les comportements qui sont en place et des parents qui vivent un enfer absolu. Voilà, ça j'avais répondu, pardon, j'en profite pour parcourir les questions. Alors du coup, je recommande, est-ce que le PN l'est avec une personne uniquement ou il est comme ça avec tout son entourage? Question très très intéressante. Le PN a quelques victimes et tout le reste, ça va être des fans, c'est-à-dire des gens qui le narcissisent. Donc par exemple, vous pouvez être ça, si c'est un pervers narcissique, il peut avoir une compagne qui va subir sa perversion narcissique et peut-être qu'au travail, il va y avoir une cliente ou un client qui subit la perversion narcissique. Et les autres vont le voir comme quelqu'un d'absolument génial, donc ils vont être dans ce que j'appelle son fan club. Et puis après, il y a tous les autres qui font partie finalement d'un pool de personnes qui, pour lui, ne sont pour l'instant ni des fans, ni des victimes. Une victime, en fait, il faut un huis clos. Ça veut dire qu'il faut que le pervers narcissique soit avec cette personne dans une relation où vous êtes seul. Donc personne ne verra. Et c'est bien ça qui est compliqué, c'est que c'est une maltraitance qui est invisible. En fait, elle ne se prouve pas. Hein, tout ce que je viens de vous dire, on peut venir dire que chaque comportement est insignifiant, mais c'est la combinaison de tous ces comportements et de savoir que vous subissez en permanence les 50 comportements qui fait que vous êtes victime de perversion narcissique. Alors, je continue encore un petit peu. Voilà, donc pourquoi la victime est perdue? C'est notre point numéro 5. C'est tout simplement parce que chaque comportement est isolé, peut paraître donc insignifiant. Ce que je vous disais. Mais personne ne peut résister à la machine à laver qui est la perversion narcissique. Je voulais vous citer aussi le livre de Harold Searle. Alors Harold, H-A-R-O-L-D, et Searle, S-E-A-R-L-E-S, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de rendre l'autre fou. Alors ça ne parle pas de perversion narcissique, mais par contre, ça y indique tous les mécanismes qui peuvent permettre de rendre fou. Et vous retrouvez ces mécanismes en partie du coup dans la perversion narcissique. Donc c'est pour ça que la victime est perdue. Elle pense avoir affaire à quelqu'un de sain, c'est normal, tout le monde présuppose d'avoir affaire à quelqu'un de sain. Seulement, il y a dans notre société, dans les maisons, des personnes qui sont des psychopathes, meurtriers qui sont en prison, qui ont vraiment fait du mal en quelques heures, en quelques jours, et vous avez d'autres psychopathes qui sont destructeurs meurtriers au long cours et qui peuvent prendre 25 ans pour le faire. Donc c'est important de comprendre la psyché malsaine, c'est vraiment une astuce importante
pour le thérapeute. J'avance maintenant sur notre point numéro 6, les profils de la victime. Important aussi de ne pas faire cette erreur de penser qu'il n'y a qu'un profil pour entrer en perversion narcissique. On va dire le plus connu, le plus présent, c'est la personne qui a un précédent, puisque c'est le premier profil pour moi, la personne qui a un précédent de perversion narcissique, parce qu'elle aurait connu ça dans son enfance. Elle a peut-être eu un parent pervers narcissique, ou un parent extrêmement autoritaire, ou qui a des comportements violents, voilà, des choses qui font qu'il va y avoir à subir tout un ensemble de choses très compliquées, ce qui fait que quand l'enfant subit de la dissonance cognitive, par exemple, arrivé à l'âge adulte, il n'est plus en capacité de la reconnaître. Il ne va pas avoir des radars internes automatiques. Vous pouvez avoir un précédent aussi si vous avez une relation affective. Il y a des personnes, plusieurs que j'ai accompagnées, qui ont pu être en relation de 13 ans à 20 ans avec quelqu'un qui leur a fait énormément de choses compliquées, avec beaucoup de souffrance. Et donc ces personnes-là peuvent malheureusement aussi par la suite rencontrer des pervers narcissiques. Vous avez un deuxième profil que moi j'appelle du coup vulnérable. Alors je le précise tout de suite, je suis sans complexe dans ces 4 profils, parce que soit je les accompagne et de toute façon je me retrouve dans les 4. Donc comme ça, voilà, c'est tout à fait honnête de ma part. Le deuxième profil donc, que j'appelle vulnérable, c'est les personnes qui ont une certaine particularité, qui font que les codes sont différents. Ça peut être des personnes à profil du coup Asperger, haut potentiel, essentiellement le haut potentiel émotionnel, ou les personnes hypersensibles. Ce sont des personnes qui, comme elles ont des codes différents et surtout une grande ouverture d'esprit, une capacité à la remise en question, et puis à la recherche de solutions, il y a du recul, une prise de recul qui est peut-être un peu majorée. Donc il va y avoir tout un ensemble d'acceptation de l'autre et d'aller jusqu'à accepter l'inacceptable. Un troisième profil que j'appelle du coup les gens gentils, c'est tout à fait respectueux parce que, comme je le dis toujours, aux victimes de perversion narcissique, ne changez rien, vous êtes de belles personnes, c'est votre interlocuteur qui n'est pas bien, et donc il faut juste apprendre à les reconnaître pour éviter leur chemin. Donc les personnes gentilles, c'est juste les personnes qui ne comprennent pas cet adage-là, que l'homme est un loup pour l'homme. Alors l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme, mais pour certains, si. Donc il faut, voilà, si on est gentil et qu'on pense que jamais personne ne fera du mal, eh ben, on peut aussi tomber nez à nez avec des pervers narcissiques et entrer en souffrance. Et puis un quatrième profil qui peut donc là englober tout le monde, c'est juste de tomber amoureux. Parce que là où la pervers narcissique saura que vous n'êtes pas vulnérable, que vous n'êtes pas forcément gentil, que vous n'êtes pas quelqu'un qui a vécu un précédent, c'est ces radars internes qui vont lui montrer que vous allez être une victime, mais encore plus coriace, et par contre il va tout faire pour vous faire tomber amoureuse. Donc encore une fois, pervers narcissique, ça peut être homme comme femme, et s'il a décidé que vous lui conveniez, il va tout faire pour vous faire tomber amoureux. Et du moment qu'on est amoureux, eh ben, on excuse énormément de choses. Et commence malheureusement la relation de perversion narcissique. Et il sera beaucoup plus difficile de sortir lorsque les choses vont commencer à se compliquer, puisque là, vous allez commencer à vous dire, il n'a pas toujours été comme ça, donc c'est juste une mauvaise période et on continue. Donc voilà comment tout commence à se compliquer. Donc voilà, comme je le dis, tout le monde peut hélas entrer en relation de perversion narcissique, c'est important de le savoir. Donc maintenant, que questionner notre point numéro 7 auprès d'une victime de perversion narcissique, c'est de questionner ses vies affectives, à la recherche de souffrance, de mauvais traitements, de coups, de dénigrement, d'abus sexuels. Et voilà, s'il y a eu des dissonances cognitives. Ça peut être aussi de questionner la relation aux parents. Voilà, comme je vous disais, savoir s'il y avait un parent autoritaire, narcissique, est-ce qu'il avait un totem d'immunité, cet écran de fumée. C'est arrivé 2-3 fois qu'il y ait ce totem d'immunité-là, c'est d'avoir eu un parent qui en fait va s'avérer être pervers narcissique et qui a été adopté. Donc les personnes adoptées en général n'utilisent pas ce statut pour faire du mal aux gens. Donc c'est d'abord ça que l'on se dit, mais il peut arriver malheureusement que des personnes soient quand même adoptées et pervers narcissiques. Et là, la personne va utiliser son totem d'immunité, c'est-à-dire que toute personne qui la croise va se dire le pauvre ou la pauvre avec ce qu'il a vécu.
Et donc d'emblée, ça va faire fondre les résistances de n'importe qui et vous allez subir malheureusement la perversion narcissique. Alors, il n'y a pas que ce totem d'immunité, hein, ça peut être des personnes qui ont beaucoup souffert dans l'enfance par exemple. Il y a toujours un totem d'immunité pour un ou une pervers narcissique. Ça peut être, comme me disait une dame l'autre jour, tout le long de la relation, elle a entendu dire qu'il avait un mal-être. Donc là, c'est le totem d'immunité. Vous savez déjà qu'avec la personne, vous devez y aller doucement, discrètement. Et puis, du coup, vous allez repartir à chaque fois en vous disant, bon, bah, j'y suis allée en colère et je repars en me disant, bah oui, le pauvre, c'est normal avec ce qu'il a vécu. Donc voilà, le totem d'immunité est là pour venir abolir quasiment 95% des récriminations que l'on pourrait avoir à l'encontre de cette personne. Donc, important d'identifier, voilà, un manipulateur peut aussi avoir un totem d'immunité, mais il n'aura sûrement pas ce sadisme. Voilà, s'il y a un élément que vous pouvez aller tester, c'est le sadisme. Encore une fois, les masques, les 15 majeurs, voilà, vous pouvez aller tester les 15 majeurs pour savoir si la personne est pervers narcissique. On va voir aussi auprès de la victime si au niveau du travail, il n'y a pas eu de la maltraitance ou du harcèlement. J'ai travaillé une fois avec une dame pendant 10 ans, je crois. Son chef, qui était pervers narcissique, l'a fait voyager partout en France, aux 4 coins de la France. Et elle était fière de lui résister. Sauf qu'en fait, c'est toute une collaboration qui a mené à sa destruction. Et elle a arrêté ce travail à aujourd'hui. Voilà, il faut aussi interroger le profil de la victime. Il y a aussi tout un ensemble de caractéristiques. Souvent, la victime, elle est très empathique. Elle est curieuse, elle est bavarde, elle est aidante et elle excuse beaucoup de choses. On sent aussi son intelligence et son côté détective. Ce sont des personnes qui analysent beaucoup et qui ont besoin de comprendre, qui sont très persévérantes. Elles argumentent beaucoup de choses et elles veulent expliciter l'incongru d'une situation. Elles veulent comprendre. Et puis souvent aussi, la victime est persuadée qu'en expliquant à son interlocuteur finalement les tenants et les aboutissants, l'interlocuteur va comprendre et finalement se ranger à son avis ou tout du moins faire évoluer la conversation. Ça ne marchera pas du tout avec un ou une pervers narcissique puisque tout ce qui ne l'arrange pas, ça va être zappé. Soit il sait quoi répondre, il va vous répondre, soit il zappe. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas, il ne répondra même pas sur ce que vous partagez. Ce sont des personnes aussi qui peuvent très bien vous faire crouler sous les insultes et une heure après être à vos côtés comme si de rien n'était. Donc on ne retrouve pas ça dans une personnalité saine. Et ça, encore une fois, tous ces exemples sont des petites choses que vous pouvez aller tester auprès des victimes, à savoir si elles ont subi ce genre de choses. Ils peuvent aussi se dire, voilà, Asperger. Moi, ça, par exemple, c'est un test que j'avais fait. Une personne qui se revendiquait haut potentiel et Asperger. Et puis, après plusieurs mois, donc moi, j'avais aussi échangé avec des spécialistes sur le sujet, par exemple, du trouble autistique. Et les personnes me disaient qu'effectivement, ça ne pouvait pas être de l'autisme, de Asperger. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sadisme, effectivement. Et quand j'ai dit à cette personne, mais non, tu n'es ni haut potentiel ni Asperger, il m'a dit, oui, effectivement, je ne le suis pas. Quelques heures plus tard, il reprenait entièrement le discours de quelqu'un d'Asperger ou au potentiel. Enfin, quelqu'un qui se dit Asperger ou au potentiel. Comme si la conversation n'avait pas eu lieu. Ça, voilà, comme je vous disais précédemment, c'est le genre de choses que vous pouvez aller tout à fait tester. Ce que je vous disais, c'est que c'est des décennies de manipulation. Et puis, voilà que cette psyché emporte directement les 50 comportements. Maintenant, comment accompagner les victimes ? Tout d'abord, laisser raconter, parler. Il y a beaucoup de choses à raconter. Souvent, tout est très compliqué. Donc, les personnes ont besoin d'aller raconter comment les choses se sont déroulées. Et bien souvent, comme je vous dis, vous subissez ça en permanence. Les personnes ont toujours des choses à dire. Il y avait eu ça, mais avant, il y avait eu ça. Mais c'est vrai que 2 ans avant, et voilà, il va y avoir tout un ensemble de choses pour vous expliquer cet entonnoir qui va mener jusqu'à la souffrance finale et ce qu'elle avait à vous partager. Donc il y a beaucoup d'écoute à aller faire. Et puis aussi beaucoup de questionnement, d'aller investiguer ces 50 comportements et d'aller voir si la personne a subi ça de près ou de loin dans le champ personnel, amical, professionnel, social. Voilà, il y a des personnes qui ont vécu ça des fois sur le plan amical et sur le plan affectif. Il y avait un jeune homme, il avait identifié donc que son père était pervers narcissique,
Et il s'est rendu compte dans le travail que l'on faisait ensemble qu'un de ses amis qui avait complètement disparu des radars, qui avait donc fait du silence radio, revenait à un moment où il avait besoin et qu'au moment où lui il n'avait pas été, au moment où il avait besoin, cette personne n'était pas là. Il a ensuite refait toute l'analyse de la relation avec cet ami pour se dire qu'effectivement, ça n'était peut-être pas une amitié bonne pour lui. Alors, comment accompagner donc ? Continuons sur comment accompagner la personne, c'est de valider son vécu, effectivement, et d'expliquer ce qui s'est passé. On est sur le apprendre et comprendre. La personne a besoin de comprendre, rappelez-vous, donc elle aura besoin de comprendre ce qu'elle a vécu. Il faut pouvoir mettre en lien ce qu'elle a vécu et peut-être du coup la mauvaise interprétation pour aller chercher celle qui est plus liée à la perversion narcissique. Je m'explique. Mauvaise interprétation, c'est de se dire, par exemple, vous avez une difficulté avec votre fils, et le ou la pervers narcissique vient vous poser des questions pour parler de votre difficulté. La première réaction, c'est de se dire que c'est quelqu'un de très empathique et qui est à votre écoute. Et en fait, si ça arrive régulièrement et qu'on est en perversion narcissique, le vrai dessein de ce questionnement, c'est de vous faire souffrir à chaque fois et de vous faire remonter le sujet qui est douloureux pour vous. Donc ça, c'est quelque chose éventuellement à analyser. Donc voilà, apprendre, comprendre, partir parce qu'on est en psychopathie, donc je ne vais pas conseiller aux gens de rester auprès d'un psychopathe, c'est certain. Et puis après guérir, parce que, je vous rappelle, la victime est polytraumatisée. On est au cœur d'une grande folie, d'un mécanisme qui rend fou aussi la victime, donc il y a besoin d'aller travailler à évacuer les trop-pleins, c'est ce que je propose aux personnes, d'installer différents outils, et qui sont de l'ordre de la sophrothérapie, l'hypnothérapie. Donc ce sont des mécanismes internes qui sont installés et qui permettent à la personne, au-delà des mots, finalement, d'intégrer des outils où elle évacue le trop-plein de souffrance. Ensuite, on met en place un outil de protection qui est très spécifique, qui lui permet en fait désormais de pouvoir éviter de recevoir en plein cœur, en pleine figure, trop d'éléments et d'installer autour de soi un outil qui sera sa protection, qui n'est pas enfermante, qui est très polyvalente et qui va lui permettre de reconnaître les coups et de pouvoir choisir sa réaction, d'augmenter son niveau de sérénité et de confiance pour aller choisir des réactions différentes. Et ensuite de réinstaller bien sûr l'estime de soi, la confiance en soi, mais que tout ça soit fait par des outils de conscience modifiée. Comme ça, au-delà des mots, la personne vit une vraie transformation en 6, 7, 8 séances. Et là, elle devient finalement de nouveau, on va dire, sereine, plus sereine en tout cas, pour vivre des choses compliquées. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, sur le site internet, il y a la formation professionnelle dans laquelle je décris sur 4 jours tout ce que j'explique, c'est-à-dire les 50 comportements sont amplement expliqués. Surtout, on a le temps de se poser des questions et d'y répondre, de comprendre comment fonctionne le ou la pervers narcissique, le reconnaître au cabinet, et puis d'aider, d'accompagner. Je propose dans ces 4 jours aussi aux thérapeutes de construire, sur la base de ces 3 boîtes à outils, leur accompagnement avec leurs outils, parce que vous avez vos outils. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en place ces 3 boîtes à outils à votre façon. Pour ceux qui veulent les outils de sophrothérapie, j'ai aussi développé une formation à part et j'ai aussi des outils d'hypnose qui viennent aussi en complément. Donc voilà tout ce que je voulais vous apporter, un maximum d'informations. J'espère que voilà, c'était riche pour vous et je suis ouverte à toutes les questions. Merci Céline. Je vous propose qu'on réponde à quelques questions. Alors, il y en a une qui est intéressante de David. Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais là, je suis tombée dessus. Est-ce que quelqu'un peut avoir le comportement d'un pervers narcissique sans être un pervers narcissique? Je dirais que non, c'est difficile parce que pour être pervers narcissique, il faut cumuler quand même beaucoup de comportements. Donc si vous subissez du sadisme, de la triangulation, la culpabilisation, le love bombing, déjà là, quasiment, vous êtes en perversion narcissique. Donc avoir des comportements, ça veut dire à ce moment-là que ça n'est pas de la perversion narcissique, s'il n'y a que quelques comportements. Peut-être que la personne peut être parfois narcissique, parfois manipulatrice, parfois perverse. Il peut y avoir aussi d'autres traits de personnalité, mais pour être pervers narcissique, il faut signer tout ça. Il faut pouvoir aller le vérifier. Et de toute façon, si vous êtes avec quelqu'un en relation et que vous souffrez, je vais dire, même si ce n'est pas de la perversion narcissique,
l'idée ce sera que c'est au-delà de la norme, donc il faut partir. Moi, je suis très claire avec ça. Moi, je dis un mot que les personnes que j'accompagne connaissent très bien, et c'est next. Voilà, quand je dis si vous subissez ça, il y a eu ça, on vous a demandé ça en temps 1, en temps 2, en temps 3, voilà à quoi vous êtes contrainte. Bon, c'est simple, next. On termine la relation, on passe à autre chose. Bien sûr, je vous dis ça tout en accompagnant en ce moment même des personnes qui, pendant 2 ans, ont dû continuer de vivre avec un pervers narcissique. Il y a un monsieur que j'accompagnais toute sa famille, lui, les enfants et la compagne. Enfin, je travaille beaucoup avec les enfants aussi et j'accompagne beaucoup les parents à avoir des astuces pour leurs enfants qui souffrent avec l'autre parent pervers narcissique. Et une de mes dernières vidéos d'ailleurs sur la chaîne YouTube l'explique. On est sur les sujets les plus difficiles quand l'enfant subit la perversion narcissique de son parent. Il y a des exemples qui peuvent se résoudre, et il y a des choses où les enfants ont énormément souffert. Il y a une question également, merci Céline, une question, que faire en tant que thérapeute face à un pervers narcissique? Alors comprendre immédiatement, enfin déjà, si vous identifiez qu'il ou elle est pervers narcissique, il faut savoir que vous n'arriverez à rien. J'ai fait des expériences dans tous les sens, il va vous rendre chèvre. Parce que le ou la pervers narcissique consulte parce que donc il a besoin d'être narcissisé éventuellement. Donc il vient il va jouer la victime, il va avoir besoin d'être narcissisé. Deuxième chose, il vient chercher des conseils auprès de vous pour mieux manipuler les personnes de son entourage. Donc il va vous demander des astuces pour mieux manipuler son fils, son ex, sa femme, etc. Et puis troisième chose, peut-être qu'à force de manipuler tout autour de lui ses proches, ils se sont lassés les proches et donc il vient jouer avec vous. Donc là, il va pouvoir vous rendre chèvre. Donc, du moment que vous lui proposez de travailler sur lui ou elle vraiment, clairement des exercices de sophrologie, l'hypnose, là vraiment, vous allez le perdre. Et rapidement, en général, l'accompagnement se termine. Vous allez avoir un bras de fer, hein. Moi qui travaille en thérapie par la sophro ou l'hypnose, au bout de 2-3 séances, si je n'ai pas commencé des exercices de sophrologie, c'est rare, et bien avec un ou une pervers narcissique, j'ai déjà joué pendant plusieurs séances où on n'a fait que parler. Et effectivement, au bout d'un moment, vous allez avoir le reproche de ne pas avoir fait d'exercice alors qu'il voulait parler. Et quand on fait des exercices, il va vous dire que ça ne sert à rien. Donc si vous voulez sortir de cette relation, vous proposez des exercices transformationnels. Et là, ça ne va pas l'intéresser. Merci beaucoup. Une dernière question. Alors, il y en a deux et après on termine. Si vous avez un pervers narcissique en consultation, quand lui annoncer le diagnostic? Et la dernière question, vous pensez qu'on ne peut pas aider un pervers narcissique? Voilà, il y a deux questions qui sont intéressantes aussi. Tout à fait. Merci Myriam. Alors, oui, très très importante cette question sur l'annonce du diagnostic. Je ne le fais jamais, quasiment jamais. Ça, c'est quelque chose que je fais vraiment piano. Alors déjà, à un pervers narcissique, je ne le dis pas. Ça, c'est l'erreur absolue. Parce que de toute façon, il ou elle ne vous croira pas. Et puis en plus, vous allez vous attirer les foudres. Rappelez-vous que c'est quelqu'un de sadique, quelqu'un qui va rentrer en rage. Franchement, ne jamais dire ça à un ou une pervers narcissique. Et de toute façon, il ne vous croira pas. Il va vous dire que c'est vous qui manipulez. Puis après, il va vous faire une vie d'enfer. Donc de toute façon, ça ne servira à rien de lui annoncer. Et c'est connexe du coup à la question suivante. On ne peut pas aider un ou une pervers narcissique. Je vous rappelle qu'on est dans un trouble de la personnalité. Donc ça ne se transforme pas. Ça ne peut pas du tout, on ne peut pas du tout aider. Et pour en avoir, je vous dis, côtoyé de près, avoir fait des immersions, étant aidante, c'est mon métier, j'ai quand même essayé un paquet de fois. Et puis de toute façon, des dizaines d'expériences que j'ai vues autour de moi, on ne peut pas aider. Tous les professionnels aussi avec qui j'en parle, depuis des années, on n'a jamais vu un ou une pervers narcissique se transformer, tout simplement puisque la mécanique en place, c'est ça, c'est la destruction. Comme peut-être votre mécanique, c'est l'empathie, on ne pourra pas vous emmener à détruire quelqu'un. Vous êtes empathique, ça fait partie de votre programmation. Eux, dans leur programmation, il y a de jouer au chat à la souris et de détruire. Donc le ou la pervers narcissique ne changera jamais. Si vous voyez sur les décennies, non, ça ne change pas. Et donc ne jamais annoncer le diagnostic à un ou une pervers narcissique et non plus à une victime qui n'est pas prête. C'est vraiment quelque chose, on va travailler dans le détail. On explique que
tel comportement est compliqué, tel comportement. Et les mots, ça va être au bout de plusieurs séances. Si la personne a monté son échelle de conscience et qu'on la sent prête, vous commencez d'abord par dire « Oh, ça semble compliqué. C'est un comportement compliqué. Il y a plusieurs comportements compliqués. Peut-être que c'est un peu toxique. » La personne va peut-être vous dire « C'est très toxique. » Et vous avancez comme ça vers éventuellement dire « La personne semble narcissique. » Ça, c'est un peu une chose et son contraire. C'est un peu de la perversion. Et au bout d'un moment, peut-être que vous arriverez au terme de perversion narcissique. Mais ça n'est pas voilà, l'idée n'est pas d'avoir à prononcer ces mots, mais d'avoir à travailler dessus pour comprendre ça. Voilà, Myriam, est-ce que juste c'est possible de remontrer le document, de le partager au milieu, www.célinegreco.fr. Une fois que vous arrivez là, il y a quelque part, il y a la liste. Il y a vraiment de nombreuses reprises. Vous pouvez télécharger la liste des 50 comportements. C'est vraiment le bouton de téléchargement que vous trouverez sur plusieurs pages. Avec les neurosciences, j'ai vu passer une question sur l'évolution. Les troubles de la personnalité, c'est difficile de les faire évoluer. Là, vous voyez par exemple, si on a un problème, nous on essaye de travailler sur une difficulté. On peut passer des semaines et des mois à travailler sur cette difficulté alors qu'on le veut. On veut évoluer sur cette difficulté. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui est très content d'être comme il est, il n'a pas envie de changer. Pour lui, le problème, c'est les autres. Rappelez-vous, c'est une psychose, c'est un trouble de la réalité. Donc du coup, la personne, elle n'a pas envie de changer. Pour elle, elle est bien dans son univers, elle cherche juste à jouer avec des gens, elle ne voit pas de problème à ça. Donc c'est pour ça que d'aller forcer quelqu'un au changement, même par tous les outils, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On va devoir s'arrêter là, Céline, je vous remercie. Merci à tous d'être parmi nous et d'avoir été parmi nous pour ce webinaire. La vidéo est enregistrée, on la postera sur votre espace. Mais merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci Myriam, merci à tous pour votre écoute et votre participation. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.